Donc, re-bienvenue. Willkommen Jens. Ça m'a fait plaisir de parler un peu l'allemand avec toi avant. Donc, moi, c'est Katharina Niemeyer. Je suis professeure à l'École des médias et directrice du CELAT à l'UQAM. Et je co-dirige avec Dani Perrault et Sofiane Audry, qui vient aussi d'arriver, le MX Lab. Donc, c'est une coopération avec Hexagram. Avant de commencer, je dis nous parce que nous sommes plusieurs à avoir organisé ensemble et je remercie aussi les coordonnatrices des différents centres de leur soutien et de leur aide. Nous voudrions recommencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous retrouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la notion Kanien'kehá:ka. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et voilà, à chaque fois, je pense que d'autant plus que la thématique d'aujourd'hui renvoie aussi peut-être à des éléments voilà, comme on peut le dire, qui relèvent aussi de ces questionnements-là, et puis des humains et autres qu'humains. Donc, on a très hâte de t'entendre, Jens. Et je vais passer la parole maintenant à Irandi Vergara Vargas, qui va te présenter. Bon après-midi tout le monde, merci pour être là. Après la grève, on ne s'attendait pas beaucoup de gens, fait on apprécie énormément votre présence. Je vais juste faire une petite introduction parce que cet homme-là, pas besoin beaucoup de mots. Ken Hauser est un chercheur en études des médias, écrivain et commissaire qui analyse les interactions entre l'art et la technologie. Il est basé à Paris et actuellement chercheur au Medical Museum de l'Université de Copenhague, ainsi que membre distingué de la faculté d'histoire de l'art et de design à l'Université d'État du Michigan. Et il co-dirige aussi les programmes d'artistes de résidence Bridge. Voilà, je vais juste le laisser là parce que je pense que ce qu'il est en train de nous présenter, c'est encore plus intéressant. Il va nous parler de son parcours. Merci pour être là. On est très contente. On t'a donné la bienvenue à Montréal la semaine passée et aujourd'hui, il quitte Montréal. Et on est très content que tu as fait cet espace pour nous à l'UQAM. Merci, Jean. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas venu. Effectivement, c'était dans cette salle où on avait la conférence Media Art History qui se passait ici, en fait, justement, il y a une dizaine d'années. Et donc, je ne vais pas forcément parler beaucoup de moi, mais plutôt des agentivité autres. Moi, j'étais journaliste avant, donc je faisais partie de l'équipe de création de Arte en 92, c'est-à-dire que j'étais journaliste de télévision, puis de radio, puis de émissions radiophoniques sur la musique expérimentale, puis peu à peu, après la culture numérique, je me suis intéressé à ce que, en fait, l'évolution de la médialité nous réserve et nous préserve dans le futur. Ça veut dire, après le software, le hardware, peut-être on est en train de glisser vers le wetware, c'est-à-dire où le système, où la conception de médias, de ce qu'est un médium, en fait, s'élargissent à travers des médias qui peuvent être vivants, littéralement. Donc, effectivement, depuis 2003, j'ai fait une trentaine d'expositions comme commissaire, comme producteur sur art et vivant. Donc, ça va effectivement du biomédia art avec la transformation génétique ou de culture tissulaire jusqu'aux performances ou en fait des auto-expérimentations extrêmes biomédicales. Donc, je souligne que en fait aujourd'hui, je vais parler que de projets artistiques dans lesquels j'étais aussi personnellement impliqué, ou bien en tant que commissaire, en tant que producteur. Et donc voilà, c'est un peu de projets artistiques aussi de première main. Donc mon ambition aujourd'hui est d'abord d'aborder la notion de biomédialité et de micro-performativité. Ce sont deux notions avec lesquelles je travaille de manière fructueuse en tant que théoricien de médias et de l'art et en tant que commissaire d'exposition, comme outil de conceptualisation au cours de ces dernières années, depuis 2003 à peu près, afin d'analyser et de discuter donc comment, en fait, les arts biomédiatiques et les arts de la performance s'emparent, en fait, des agentivités non humaines. Et je suggère qu'un tel vocabulaire
dans lesquels la performativité et l'agentivité sont attribuées à des systèmes du vivant au-delà des critères anthropocentriques établis tels que l'intelligence, la conscience ou le langage, peut contribuer à favoriser des rencontres interdisciplinaires entre art, philosophie et le champ le plus diversifié des technosciences lorsqu'on redéfinit les notions prétendument évidentes telles que corps, matière ou encore vivant. Donc, effectivement, un petit aperçu des expositions ou livres publications dans lesquels, en fait, j'ai développé ce vocabulaire. Et j'étais sollicité il y a peu de temps à définir ce terme de micro-performativité pour ce dictionnaire Le mot de demain pour le combat d'aujourd'hui par Bernard Andrieux et Gilles Butch. En fait, une définition courte serait que la définition, donc le concept de micro-performativité désigne une tendance actuelle et transdisciplinaire de théorie de la performativité et de pratiques artistiques performatives à déstabiliser les échelles humaines, à la fois spatiales et temporelles, en tant que plan de référence dominant, et à mettre l'accent sur de micro-agentivités biologiques et technologiques qui, au-delà du corps humain mésoscopique, relient l'invisibilité du microscopique à l'incompréhensibilité du macroscopique. C'est une notion qui a traversé toute une série de festivals, d'expositions et de colloques que j'ai organisés depuis le 2016 au Danemark, en Autriche, en Allemagne, en France, etc. Et plus récemment, en fait, avec l'École Polytechnique à Paris aussi et le centre de performance, le générateur à Gentilly, justement de la performance à la micro-performativité. Donc en général, on décline des actions artistiques, des ateliers hands-on, on va au laboratoire, et effectivement de colloques qui sont associés. Je vais demander à Erandi peut-être de faire passer cette revue parce que moi j'ai voulu élargir parce que je me suis aperçu que de plus en plus d'artistes commençaient à trouver cette notion fructueuse et donc avec Performance Research, la revue qui fait un peu référence en matière de théorie de la performance, on a publié ce numéro spécial On Micro-Performativity, coédité avec Lucy Strecker, et publié en 2020 pendant la pandémie virale, mais sans avoir été initialement motivé par celle-ci. Et donc, le concept dénote cette tendance justement actuelle dans la théorie et de la pratique artistique, comme je l'ai dit, en fait, de déstabiliser cette position humaine. Et c'est le large esprit transdisciplinaire qui a guidé notre sélection des chapitres, ouvrant ces concepts à une grande variété d'interprétations, qui a donné lieu à 27 chapitres par 44 auteurs, justement de la biopolitique à l'écologie, à la finance algorithmique, jusqu'à l'agentivité virale. Et nous avons choisi cette performance que j'ai coproduite en 2007, le remix de l'artiste français Jan Marušić, comme image de couverture de notre numéro. Tout d'abord parce que justement cette œuvre bouleverse la tradition dans laquelle les considérations phénoménologiques humaines sont encore ancrées en déplaçant l'attention des actions mésoscopiques vers des fonctions microscopiques, ici précisément de gestes physiques vers des processus physiologiques, du temps diégétique mis en scène vers le temps performatif réel. Et dans cette performance que vous connaissez peut-être, justement cette performance physiologique, fascinante du 1 heure, l'ancien danseur Marušić met en scène une chorégraphie biochimique contrôlée de bleu de méthylène qui s'écoule progressivement de tous les orifices de son corps, des yeux, de la bouche, du nez jusqu'aux pores de sa peau, tandis que le son interne du corps sont amplifiés et remixés, déplaçant donc l'attention de l'observateur de l'état physique vers l'état physiologique. Et deuxièmement, elle se rapporte aussi au monde fréquemment utilisé par les artistes en termes de micro-performativité, à savoir la végétalité au sens polysémique du terme, non seulement la qualité ou l'état d'être végétal, mais aussi le phénomène physiologique communément attribué à des plantes,
passivité, etc. Ici, Marušić déconstruit cette prétendue passivité, et le végétatif fait allusion au système nerveux viscéral autonome qui régule les fonctions vitales telles que l'activité métabolique, la respiration et le rythme cardiaque, au-delà des catégories justement telles que l'intentionnalité, la subjectivité, traditionnellement considérées comme typiques et centrales dans l'action humaine. Donc, dans cette performance apparemment immobile, l'attention se porte sur de microphénomènes physiologiques négligés. Ce qui est chorégraphié ici, ce sont les milieux internes et externes. Et Marušić est logiquement un artiste présent dans pas mal d'expositions et festivals que j'ai organisés autour de la microperformativité au cours des dernières années. Là, ici, on a fait une rétrospective sur 30 ans d'immobilité à la scène nationale de l'UNIC à Nantes. Et c'est peut-être étonnant, mais rassurant qu'on peut mobiliser un public entre 500 et 800 personnes par soir pour voir de l'immobilité. Donc, tout n'est pas perdu. Un autre exemple connu de ce genre-là est Scopopoesis de l'artiste slovène Spela Petric. Une performance ici de 20 heures au cours de laquelle l'artiste et du cresson en germination se tiennent face à face, illuminés par une puissante lumière artificielle. Et en masquant la lumière, l'ombre de l'artiste provoque un phénomène appelé étiolement, qui se traduit par le pâlissement et l'allongement de tiges de cresson, contrastant ainsi avec sa propre diminution de taille due à son immobilité persistante. Donc l'artiste met en cause l'idée que le processus signifiant mené symboliquement par l'être humain sont intrinsèquement supérieurs aux autres phénomènes jouant un rôle crucial dans le processus d'information et d'interprétation entre les entités vivantes au sens large et explore ainsi des formes d'échange physico-chimiques basées sur la matière plutôt que sur le langage. Vous avez certainement constaté beaucoup de festivals, comme à Riga en ce moment, à Bâle, en Suisse aussi, sur l'intelligence des plantes. Donc effectivement, il y a un certain raccord avec ce genre de pratiques artistiques. En parlant du minéral et encore de la croissance, ici, on a un exemple de déconstruction d'immobilité apparente qui a fait également, qui était au cœur du festival Unsplit Micro Performance and Macro Matters que j'ai organisé à Munich en 2018. Et ici, dans Crystal, l'artiste russe Yulia Borovaya met en scène une situation dans laquelle des dendrites se développent en temps réel à partir de menthol vaporisé sur le corps d'une performeuse, jouant sur la capacité de cristaux, bien qu'anorganiques, à croître, donc au seuil justement entre l'inanimé et l'animé. À côté, j'avais programmé la danoise Tina Torpgaard dans une installation chorégraphique avec du phytoplancton et de vers de farine. Ici, en fait, elle traite des questions telles que la biorémédiation, de la pollution, des déchets, la pourriture, la décomposition, la mort, et dont masse, sous ces dômes de multiples cycles de vie, crée des changements constants dans le paysage, alors que des milliers de vers de farine digèrent le polystyrène. Des déchets humains, donc, créent un paysage sonore unique à partir de ça. Et en apparence immobile, une danseuse accompagne le processus de décomposition durant 7 heures par jour en s'efforçant de préserver le bien-être des acteurs non humains. Alors que le soundscape est généré uniquement par de bestioles qui finalement bouffent notre merde en général. Là, c'est notre festival, juste pour dire qu'effectivement, on a décliné cette notion de microperformativité à beaucoup d'événements. Et peut-être un exemple que vous connaissez, c'est la relation animale-homme, et encore plus la complexité des systèmes de communication immunitaire et leurs agences microscopiques qui sont mises en scène dans la célèbre auto-expérimentation biomédicale Que le cheval vive au moi, du duo Art-Orienté-Objet, Marion Lavaljonté et Benoît Mangin. On a travaillé 7 ans en fait, sur une performance qui ne peut pas se répéter une fois. Donc c'était effectivement en 2011 que l'artiste Marion Lavaljonté s'est vu injecter du sang de cheval compatibilisé pour faire l'expérience de l'altérité immunitaire dans un acte de fraternité ou de sororité sanguine transespèce.
Et pour envisager cette performance, l'artiste s'est transformé en cobaye, se faisant injecter pendant plusieurs mois des immunoglobulines chevalines afin de développer une tolérance progressive à ces microcorps protéiques étrangers. Et en février 2011, à la fin de cette mitridisation, il a pu se faire injecter donc, du plasma du sang du cheval contenant tout le spectre d'immunoglobulines équines, sans pour autant subir un choc anaphylactique. C'est intéressant aussi la façon comment, sur le plan esthétique, parce que dans la réflexion de comment le média préserve aussi la performance et la performativité, ici c'est un statut un peu hybride, c'est-à-dire cette animation stop motion peut servir à la fois de partition, c'est-à-dire qu'on prévoit quelles sont les réactions immunitaires qui vont avoir lieu. Pendant la performance, ça meuble le silence d'une demi-heure alors qu'il se passe entre guillemets rien sur scène. Et ensuite, effectivement, comme dans le performance art en général, on a une trace documentaire pour restituer en fait l'action. Donc c'est assez intéressant. Donc les immunoglobulines de cheval dépassent la barrière immunitaire de l'artiste, entrent dans son système sanguin pour se mélanger avec des protéines de son corps, voire se substituent sur certaines cibles et, comme résultat de cette synthèse, entraîne une myriade d'effets propres au cheval sur des fonctions corporelles. Et certaines immunoglobulines, en tant que protéines de signalisation corporelle, informent, entre autres, aussi les glandes endocrines, très influentes sur le système nerveux, si bien que pendant les semaines qui ont suivi l'expérience, l'artiste dit avoir subi des changements de son rythme biologique, de conscience, caractérisés par une sensibilité et une nervosité à fleur de peau. Plus récemment, Art Orienté Objet a réalisé des expériences artistiques basées sur le microbiome, présenté dans ce numéro sur la microperformativité aussi, consistant à greffer sur l'artiste le riche microbiote d'un habitant pygmée de la forêt promédiale africaine, afin qu'il apprenne potentiellement à ressentir en tant qu'expérience physiologique réelle l'environnement forestier grâce à la transplantation d'un écosystème interne. Passons du microbe au virus, un bon exemple d'une recherche artistique sur les pratiques culturelles en rapport avec des zoonoses et de l'agentivité virale est donnée par l'artiste performeur et écrivain indien Vishnu Prasad, que nous avons inclus ici aussi dans la publication pour parler de la tradition historique du Pakshi Kolam, une danse de trance traditionnelle. Il s'agit ici de combattre par mimétisme performatif des agents pathogènes propagés par des oiseaux, responsables donc par des zoonoses, de maladies causées par des agents infectieux. Et dans cette performance rituelle, la performance humaine est censée aider à devenir l'autre métaphoriquement, en même temps d'éviter métaboliquement la contagion, justement basée sur un savoir empirique transgénérationnel collectif, c'est-à-dire qu'on apprend collectivement à comment réagir à une grippe aviaire ou à d'autres formes d'infection virale, en fait, que collectivement on combat. Merci. Je suis content de voir Tani dans la salle. Donc justement parce qu'elle est une des rares artistes travaillant véritablement et littéralement et matériellement avec des virus et en laboratoire tout au long de sa carrière. Et Tani Daf refuse justement de traiter les virus comme des ennemis vicieux, des zombies ou des criminels qui volent les vies humaines, mais le considère plutôt comme des compagnons d'évolution, comme une espèce de bibliothèque du vivant, tout en examinant comment les virus témoignent de l'expansion humaine sous forme de déforestation, de destruction des environnements naturels liés à l'apparition de zoonoses contemporaines. Donc, vous avez certainement l'occasion de parler avec Tani, peut-être aussi, ou peut-être entrer en dialogue sur sa pratique. Ici, c'est des œuvres qu'on a exposées aussi en France, donc des livres en fait qui sont tatoués par des virus, mais de peau humaine, et qui sont en fait cryoconservés à des températures très très basses. Dans un tout autre registre, le projet Pigeon d'or du Tour van Baalen est basé sur la biologie synthétique et aborde une approche très différente de la microperformativité du vivant, tentant de faire déféquer des pigeons avec du savon en modifiant justement le métabolisme de bactéries présentes dans la microbiote de leur
à l'aide de biobriques de la biologie de synthèse, avec des pistes d'atterrissage sur le pare-brise pour qu'on puisse directement atterrir sur le pare-brise pour la nettoyer. Donc un peu ironique comme projet de design. Donc avant que la pandémie du Covid ne monopolisait le discours, avec notre publication, on cherchait à faire résonner le concept de microperformativité à la lumière de disciplines aussi différentes que l'écologie, la biologie synthétique, l'astrobiologie, la recherche sur le microbiote, la recherche sur les origines de la vie, etc. En se demandant comment l'art peut aider à penser la biopolitique et la nécropolitique en relation avec la dystopie de l'économie et l'utopie de l'écologie. Par curiosité, nous avons parcouru tout le chapitre et dressé une liste de personnes et des objets, des entités vivantes qui réalisent de micro-performances. Donc ça, c'est juste un aperçu de ce qui est arrivé, et c'est assez intéressant. Donc effectivement, je ne pensais pas, oui, mais il y a effectivement des artistes qui travaillent avec le extraterrestrial organic matter, c'est surtout des Japonais. Après, évidemment, des organismes de laboratoire, le liquide corporel, mais aussi l'intelligence artificielle, le deep learning et la high frequency trading algorithme, en fait, de mini-robots, de virus, de volatile organic compounds, enfin tout ce qui est agentivité en fait non humaine, qui effectivement les artistes ont commencé il y a peut-être 10 à 15 ans à mettre progressivement en fait en scène. Et cette liste éclectique résonne avec les bons mots de Chris Salter, qui souligne l'omniprésence du tournant performatif aujourd'hui, en disant que, voilà, bacteria perform processes, les bactéries exécutent des processus, le scientifique réalise des expériences, les algorithmes exécutent des actions, les humains interprètent le genre et le sexe. La question est de savoir qui ou quoi de nos jours n'est pas performant ou performatif. Donc, pour situer ça un peu dans l'histoire du corps humain dans la performance. Évidemment, traditionnellement, la performance concerne la rencontre entre une entité et une présentation artistique et ceux qui la perçoivent. Mais cette co-corporalité présuppose au moins deux types de corps qui établissent une connexion affective unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Mais aujourd'hui, cela exige peut-être de penser premièrement la performance et la performativité en termes d'agence autre qu'humaine, à la fois biologique et technique, et deuxièmement, de redéfinir même ce qui est un corps. En latin, un corpus, en fait, est juste une substance physique organisée, mais le terme corpus n'explique et n'implique à aucune échelle ou aucune nature. Et en fait, la notion de corpus n'est pas non plus anthropomorphique par définition. Donc, nous assistons aujourd'hui à une tentative d'échapper aux échelles représentées dans le fameux dessin de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, dans lequel le corps humain et ses proportions idéales, supposées idéales, établissent des analogies avec des logiques et d'architecture et d'autres disciplines, l'univers dans son ensemble. Et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une représentation anthropocentrique a fait l'objet d'un examen critique et humoristique souvent, à la lumière d'autres métriques et logiques qui sont par exemple moléculaires ou microbiennes. Et je prétends qu'il s'agit ici peut-être d'une espèce de renouveau de trois blessures au narcissisme humain, du Drei Kränkungen en allemand de Sigmund Freud. Donc, premièrement, la découverte de l'héliocentrisme par Copernic, donc le premier coup porté au narcissisme de l'humanité et la critique même de l'idée de centralisme en tant que tel. Puis deuxièmement, Darwin qui a relégué l'anthropos à une descendance du monde animal. Et troisièmement, les explications psychologiques de Freud lui-même, selon lesquelles l'ego humain n'est même pas maître dans sa propre maison, alors qu'aujourd'hui, on dit que le microbiome influence la cognition et que nous craignons que l'intelligence artificielle n'en soit la conséquence. Ici, c'est une pièce particulièrement intéressante. C'est une pièce sonore post-humaine, Self, de l'artiste australien Guy Benary, qui met en scène une rockstar dans une boîte pétrie, jouant avec un musicien de jazz humain ou avec une chanteuse d'opéra. Donc un bon exemple de la manière dont le matériel informatique et le logiciel peuvent être
combinés avec du biologique. Ici, ce sont des neurones biologiques, justement, qui sont cultivés en laboratoire et qui génèrent du son relié à une machine électronique, une sorte de synthétiseur neuronal. Et cette pièce est particulièrement intéressante parce qu'elle combine de manière très explicite la notion de performance et de performativité. Alors que la notion de performance met l'accent sur la présentation de quelque chose en public, principalement par le biais d'une présence humaine, la notion de performativité met l'accent sur l'exécution d'une action, d'un processus quelconque. Ici, la stimulation de cellules nerveuses dans les appareils technoscientifiques, alors que l'objectif principal de la performativité non humaine n'est pas du tout la rencontre avec le public. Et donc, c'est pourquoi cette pièce est également analysée par Chris Salter dans ce numéro, justement, dans notre numéro sur la microperformativité. Et justement, Chris, qui est aussi l'auteur, je ne le présente pas ici, évidemment, de Entangled et de Agent Agency, et Salter soutient que la performativité elle-même doit être comprise comme un hybride technique et culturel. En remontant jusqu'au début du XXe siècle, il démontre dans son livre Entangled que le forme performative et la fascination de la machinerie sont allées de pair, mais que, je cite, la longue histoire de l'enchevêtrement technologique avec la pratique de la performance a été ignorée et minimisée non seulement dans les histoires du théâtre et de la danse ou dans la post-dramaturgie, mais aussi dans la récente vague d'écrits sur de nouveaux médias. J'ai récemment donné un cours de 15 fois 2 heures en fait, sur la différence entre performance et performativité à Karlsruhe. Et en fait, il s'avère que tous mes étudiants étaient convaincus que le performatif était l'adjectif de performance, ce qui est évidemment faux. Mais forcément, on est tellement dans ces astuces de langage qu'il convient de revenir un petit peu sur les origines de la performativité et s'y appliquer justement la micro-performativité. Donc si nous assistons aujourd'hui à un passage de l'ère de la performance en tant qu'objet de recherche, à la performativité en tant que méthode de recherche, 4 développements principaux se sont enchevêtrés. Et là, je suis aussi Chris Salter dans son argumentaire. Donc, premièrement, on le sait, en linguistique, c'est d'abord l'ouvrage How to do things with words, donc quand dire c'est faire en français, de John Austin, qui propose justement cette notion de performatif. Et Austin souligne qu'au-delà de la part strictement langagière, il faut aussi s'intéresser à la nature pragmatique du langage et ses actes engendrés. Selon Austin, est performative toute énonciation qui déclenche une action et fait partie intégrante de celle-ci, non de manière descriptive, mais de manière constituante. Donc, avec son dire-se-faire, il rompt avec la philosophie du langage traditionnel et différencie des actes locutoires qui ont une signification, illocutoires qui ont une force et perlocutoires qui ont des effets. Donc, c'est ça quand même un peu le d'origine. Donc après, évidemment, on sait que c'est le Gender Studies qui s'empare du performatif. Les auteurs comme Butler, etc. et autres étudient l'enjeu politique de comment chacun et chacune performe son identité, son langage, ses convictions sociales, et comment le genre résulte d'un processus de construction et de constitution. Et donc, étendant la réalité ontologique même, ce qui ne peut pas être assimilé à des catégories préexistantes et figées. Après, il y a une troisième catégorie, donc c'est en parallèle, donc la sociologie et l'ethnologie, notamment sous l'impulsion de l'anthropologiste Victor Termler et l'homme de théâtre Richard Schechner, qui font du performatif une technique autoréflexive pour mieux observer et décrire les activités qui composent l'objet de recherche. Ici, c'est le performatif qui devient méthode, s'intéressant moins en forme de transmission textuelle qu'en non-verbal, au rituel, au corporel, en tournant en fait du knowing what vers une knowing how. Et en fait, une quatrième catégorie qu'on peut rajouter, justement, c'est dans le domaine de la sociologie science, dans les STS, donc où le programme performatif est utilisé non seulement pour décortiquer le processus de production de connaissances dans le laboratoire, mais examine aussi comment le dispositif technique eux-mêmes découple la force performative des énoncés théoriques en sciences. Et donc la mouvance de la théorie des acteurs réseau, Actor Network Theory, qu'on attribue à Latour et Caillan et John Law, prend en compte justement au-delà des actes humains,
le vivant non humain des organismes modèles, des bactéries, des objets techniques en tant que réseau complexe. Donc ceci implique que la notion même de performativité n'est plus confisquée par la tradition anthropocentrique, focalisée sur les actes de langage. Au contraire, cela fait émerger en fait le recours croissant à la notion de agency, donc la qualité d'acteur dépassant désormais largement l'humain et devenant, dans un sens latorien, tout simplement la capacité d'agir dans un monde en tant qu'entité et de mettre d'autres entités à l'épreuve. Donc pour notre revue de Performance Research, Chris Alter a aussi conçu cette carte qui structure les épistémes de la performance en tant que système de coordonnées de référence. Et vous voyez qu'en fait, c'est juste le carré haut, en fait, Artistic Actions, qui est en fait concerné par le Performance Art. Et tous les autres, c'est effectivement plus de technique culturelle, la construction contingente du sens, la performativité justement dans la science. Donc on voit effectivement l'étendue de tournant performatif et comment effectivement, moi je pensais effectivement avec cette notion de micro-performativité, on pouvait effectivement bénéficier de ce genre d'hybridisation. Donc il convient d'examiner de plus près la différence conceptuelle entre performance et performativité, tel que l'a fait aussi le théoricien culturel allemand Hans Rudolf Felten, qui résume cette magie du performatif comme étant à la fois processuelle et transformatrice, anti-herméneutique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher que du sens, en favorisant plutôt la présence corporelle, les effets de présence, plutôt la représentation, et le fait de représenter, la notion de performativité étant antagoniste de définition ontologique et essentialiste, tout en se concentrant non seulement sur les caractéristiques discursives d'une œuvre d'art, mais aussi sur les caractéristiques processuelles, capables d'analyser l'hybridité des phénomènes culturels et de constellations intermédiatiques. Donc, par cela, le performatif exprimerait l'importance de la performance pour le développement de l'identité culturelle, serait capable d'analyser l'hybridité des phénomènes culturels et des constellations intermédiaires, et exprimant ce malaise quant à l'intention de l'auteur, en se concentrant plutôt sur la réception et le public d'une performance, tout en reliant les aspects matériels et corporels de la culture à sa signification symbolique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects en fait, de disciplines scientifiques qui sont en fait concernés par ces tournants performatifs. Pour moi, les concepts de biomédialité et de microperformativité ont émergé à partir de 2003, justement quand j'organisais la première exposition sur art et biologie, en fait, biotechnologie au Lyonnais, justement à Nantes en 2003. Et donc 2003, qui rétrospectivement est une année assez bizarre, parce qu'on voit étrangement apparaître en parallèle de multiples facteurs assez décisifs qui ont créé de nouveaux liens entre les arts médiatiques et les arts de la scène, du spectacle, du vivant et l'art biologique. Donc non seulement c'était l'année où j'organisais l'art biotech en France, mais aussi en 2003, c'est Philipp Ausländer qui a publié ses 4 volumes consacrés à une conception élargie des études de la performance, tandis que les écrits de la chercheuse féministe Karen Barad sur la performativité post-humaniste postulaient que l'action est désormais dissociée de son orbite humaniste traditionnel, proposant une conception matérialiste post-humaniste de la performativité qui remet en question le positionnement de la matérialité comme un donné ou simple effet de l'action humaine. Au même temps, et autre élément qui m'a beaucoup marqué, parce que c'était aussi la personne qui a embauché mon directeur de thèse. Donc, au même moment, donc Hans-Rell Ulrich Gulbenrecht publie son traité Production of Presence, What Meaning Cannot Go Away, en français paru sous le titre de Éloge de la présence, qui souligne l'importance de la présence par rapport au sens de l'interprétation et de la représentation. Et donc, il a affirmé ici justement cette importance de la substantialité corporelle dans le phénomène culturel et l'impact du non-herméneutique sur le sens et le corps, replaçant le corps humain au cœur de la cosmologie plutôt que de considérer comme des observateurs et des contrôleurs. Donc évidemment, c'est tout le programme déconstructif, etc. Et aussi justement post-structuraliste.
Je vais revenir sur un exemple assez parlant de cette exposition en 2003. C'est une commande que j'avais passée au collectif Tissue Culture Art Project Symbiotica de Perth, justement en 2003, Disembodied Cuisine. C'était la fabrication du steak de grenouilles sans victime animale, dans le bioréacteur, en fait, fonctionnant sur le principe de microgravité. En fait, on a... voilà, je reviens un peu là-dessus. En fait, c'était contre le factory farming, donc cette alternative à l'élevage de masse, soi-disant sans victime animale. Et c'est intéressant parce que cette pièce a été reprise ensuite par la Tate à Londres dans un festival qui s'appelait Life Cultures et qui se concentrait d'ailleurs quand même sur des pratiques humaines mésoscopiques, donc le corps humain. Et dans la publication suivante, le curateur Adrian Heathfield écrivait dans Life, Art and Performance cette performance comme un exemple de la vie nue, bare life, le Zoé et non pas le bios, qui serait mis en scène. Et justement, elle disait, la mise en question artistique de la vie élémentaire ne fait que commencer. Et rétrospectivement, cela peut être considéré comme la première jonction effective dans les arts vivants. Et en fait, le life arts and the life arts, donc life avec un V et life avec un F. Et c'est intéressant aussi parce qu'on peut voir en accéléré par la pratique de Tissue Culture Art Project comment, en fait, la notion de performance qui met l'accent sur la présentation de quelque chose en public évolue vers la performativité inhérente aux agents non humains. Donc ici, dans Disembodied Cuisine, donc, des cellules musculaires isolées des grenouilles sont cultivées dans le bioréacteur pour former des steaks comestibles, afin de créer un prototype artistique de production de viande qui, effectivement, ferait prétendument aucune victime animale. Mais ici, le processus biotechnologique sont toujours présentés comme de performance, c'est-à-dire avec une alimentation semblante à celui d'un zoo dans le laboratoire. Donc, on donne à manger aux steaks et aux grenouilles en même temps. Donc, il y a des artistes en blouse blanche. Donc, on explique. Donc, il y a une performance humaine qui accompagne justement tout le processus. Voilà, donc tout est mis en scène, on arrose le culture de Calvados, on fait un chef de cuisine, on mange, on convainc le boucher de venir voir dans la galerie d'art le futur de la viande, etc. Voilà, donc performance humaine quand même. Et à peine un an plus tard, le même groupe présente cette pièce-là, Victimless Leather, où la vitalité est suggérée donc de manière plutôt autotélique par un appareil justement servant de corps de substitution, traduisant esthétiquement pour le spectateur le processus invisible de croissance cellulaire en mouvement. Donc puisqu'on ne peut pas observer la croissance, on génère un mouvement. Et donc ça marche, on a l'impression que c'est vivant. Donc ici il y a une pompe péristaltique qui laisse tomber une goutte en fait de médium de culture sur ce vêtement en devenir. Et en fait, on a l'impression que voilà, c'est cette peau qui nous rassemble beaucoup. Il y a cette corporalité, une association affective que je construis avec l'artefact vivant sur scène. Et qu'en même temps, en fait, puisqu'il y a mouvement, c'est un effet quasiment cinématographique, donc médiatique connu, comme une animation. Et cette animation provient en fait de cette production d'authenticité par le pompe péristaltique. Et enfin, c'est encore plus minimaliste. Donc là, il n'y a plus de performance du tout. Dans cette pièce-là, Future Labor. Ici, la relation entre le mouvement en tant qu'indicateur de la vie et la notion d'action est mise en scène par la microactivation à peine perceptible de fibres musculaires. C'est pour ça Future Labor. C'est un muscle, en fait, un muscle qui se contracte. Et en fait, c'est un muscle généré par culture tissulaire, donc fabriqué, un tissu artificiel, en fait, qui est le performeur, en quelque sorte. Et dans une boîte noire, cela rendu possible grâce à de légères contractions, justement, de ces tissus musculaires,
dont la scène miniaturisée est un récipient d'observation spécialement conçu à cet effet. Et afin d'éviter une représentation visuelle purement microscopique de myotubes, le mouvement est traduit en lumière et infrason, donc en fait, du nouveau, de sensations qui sont perceptibles pour les humains. Là, il n'y a plus de performance au sens d'action, interaction humaine, mais effectivement, il n'y a que l'agentivité non humaine qui est mise en scène. Depuis 10 ans, les acteurs non humains les plus prisés sont probablement les bactéries. Et c'est des organismes les plus anciens, les plus petits, les plus simples, etc. Et j'avais effectivement fait un petit récapitulatif. Quels sont tout le rôle que peuvent jouer les bactéries dans l'art contemporain. C'est assez intéressant. Donc en fait, pour chacune de ces catégories, je trouvais pas mal d'exemples comment les bactéries deviennent les acteurs. Juste pour en citer quelques-unes. Ici, c'est une installation d'Adam Brown, The Great Work of the Metal Lover. Adam Brown, qui est mon collègue professeur à l'Université du Michigan, avec lequel justement j'ai initié le réseau en fait Bridge. Et donc ici, c'est des bactéries extrémophiles qui sont les protagonistes utilisés par leur capacité innée à métaboliser des métaux toxiques. Donc dans un bioréacteur simulant une atmosphère réduite sans oxygène, la bactérie Cuprividus metalliarensis produit des particules d'or de 24 carats que l'artiste peut ensuite récolter pour créer de petites pépites. Donc c'est comme si on était en train de résoudre l'ancienne énigme alchimique. Et le titre fait référence aux tentatives médiévales de transposition de métaux vils en or pour la synthèse d'une substance alchimique comme la pierre philosophale. Mais effectivement, c'est tout un système en fait, où l'alchimie devient albiologie, c'est-à-dire qu'en fait l'or est produite, concentrée par des bactéries extrémophiles et pas dans une tentative alchimique. Ici aussi, c'est carrément la sculpture monumentale de 2 tonnes qui se trouve au Louvre, que Thomas Feuerstein a copié. Il a fait une copie conforme de 2 tonnes en marbre aussi. Ça se fait facilement en Chine. Et donc après, il fait dégirer en fait cette sculpture de marbre de 2 tonnes par des bactéries. Donc ça s'appelle Prometheus Delivered. Donc c'est des microbes endolytiques qui décomposent le marbre pour produire de nutriments pour la sculpture organique cultivée à partir de cellules hépatiques. Donc une sculpture symbolique censée durer éternellement et métaboliquement transformée en acte biotechnologique. Et donc c'est des bactéries chimio-autotrophes pour décomposer cette sculpture en marbre, donc une réplique d'une sculpture de Nicolas Sébastien Adam de 1762. Donc l'icône de notre héritage culturel occidental est transformée en sculpture vivante. Et puis évidemment, il y a la reconstitution du foie à chaque fois que l'aigle Aeton en fait, va s'attaquer au foie qui se reconstitue. Donc en fait, il y a une espèce de fable métaphorique donc, de la mythologie grecque qui est transposée en récit métabolique, comme on le dit avec Thomas Feuerstein, de la métaphore au métabole. Donc ceci pose évidemment la question aussi de la relation entre individualité et collectivité, entre qu'est-ce que c'est un individu, humain ou pas, ou si finalement on n'est pas forcément tous peut-être des écologies sur 2 pattes. Et même si on suit le principe de la théorie de individuation de Gilles Mercier-Biondon, au sens philosophique, les organismes individuels ne doivent pas être considérés comme ontologiquement indivisibles, donc individu égale indivisible, mais deviennent indivisibles par la manière dont le vivant modifie sa relation à l'environnement et en se modifiant lui-même. Donc le vivant en soi est une activité d'individuation continue. Donc il n'est pas seulement le résultat de l'individuation, mais plutôt le théâtre d'individuation. Donc si individualité existe, elle est performative.
Et ça va de pair avec justement cette notion de holobionte et notre compréhension de l'individualité biologique qui est mise en question justement par ce concept que Lynn Margulis a inventé et popularisé depuis 1991. Peut-être tu peux passer le livre qu'on a fait justement sur la question, l'art en fait à l'ère de holobionte, et quelle est la réponse des artistes par rapport à ça. Donc, selon cette théorie de symbiose, les organismes eucaryotes ne sont pas des individus autonomes, mais nous sommes plutôt des holobiontes. Et donc, le concept holobionte est apparu comme un cadre théorique et expérimental, faisant référence au concept de symbiogénèse, c'est-à-dire que les organismes cellulaires tels que les mitochondries et le chloroplaste étaient autrefois de bactéries indépendantes, mais désormais intégrées dans les cellules eucaryotes. Donc le concept a été étendu depuis à différents contextes. Donc on parle d'une holobiontique généralisée dans notre livre. Et donc cette dernière publication, justement intitulée Life is Other, Abiotic Entanglements and Art in Curating, reprend cette notion et s'appuie sur 2 expositions organisées en Autriche sous le titre Holobiont, Life is Other. Et voilà. Donc des artistes aujourd'hui s'intéressent à ces interconnexions négligées entre les différents composants du système et aux propriétés émergentes qui résultent du comportement d'un système qui est toujours plus grand que la somme de ses parts. Et leur position diffère en général d'une autre tendance dans les arts, notamment dans les arts médiatiques, qui consiste à négocier les identités personnelles, mais humaines, telles qu'elles sont construites par les médias sociaux, etc. Par exemple, avec la construction sociétale du queer, qui trouve très souvent considéré comme un phénomène sociopolitique contre le déterminisme biologique, ou qui fait allusion à la queeritude de la nature, mais aussi très souvent et principalement comme un argument en faveur justement de modèles sociaux humains. Et plus en tant que biologisme métaphorique, mais sans forcément tenir compte de l'autre biologique. Et on voulait déplacer justement le discours un petit peu de considérer qu'altérité, c'est peut-être pas que l'altérité humaine. Et qu'en fait, dans la crise écologique qu'on traverse, c'est peut-être très intéressant aussi de ne pas se contenter en fait de ces luttes, en fait, de trouver cette altérité seulement entre nous. Donc, la célèbre déclaration d'Arthur Rimbaud au XIXe siècle, que j'ai est un autre, a été interprétée sous différents angles, notamment à travers la psychanalyse lacanienne. Elle a d'abord été concernée par la fragmentation du moi, suggérant qu'il existe des impulsions créatrices imputables à des divisions psychologiques et à des forces externes qui dépassent le génie et le contrôle cognitif de l'artiste. Mais aujourd'hui, cependant, cette autre tente à être expliquée de manière physiologique, en fait, sur la base des sciences naturelles, abordées justement en termes d'alliance transespèces. Par exemple, si nous voulions considérer, comme l'écrit Dorian Sagan, fils et collaborateur de longue date de Lynn Margulis et fils de Carl Sagan aussi, dans notre livre, la conscience mon-moi n'est-elle pas simplement la tâche que la conscience de mes cellules bactériennes, ça veut dire 90%, et de la cellule multicellulaire animale obligatoire, 10%, exige que je fasse. En d'autres termes, nos compagnons de la planète, les autres avec lesquels nous partageons l'espace, dont nous sommes en fait l'espace partagé. Alors que la première mise en scène de l'exposition consistait plutôt des œuvres pourtant pouvant être transmises numériquement, plutôt que physiquement expédiées à cause du virus. La deuxième version, après la levée des restrictions liées au Covid, intégrait un certain nombre d'œuvres d'art matériel et d'installations performatives comprenant divers agents biologiques. Et puisqu'on est dans le contexte Media Studies, donc on voulait effectivement ratisser très très large par rapport à toute la médialité en fait impliquée. Donc le cadre de l'exposition était une grande fresque murale
Donc on a fait une citation de la médialité en fait de la revue même, c'est-à-dire que c'est une espèce de mise en abîme en quelque sorte. Donc on a fait produit un mural dans lequel on a ensuite intégré de moniteurs, etc. Donc en fait c'est déjà le texte sur la microperformativité étant en fait mis en scène et on l'a arrangé de manière à ce qu'il y a des échelles avec lesquelles on peut monter là-haut, on doit s'accroupir par terre, on doit changer en fait de posture corporelle nous-mêmes pour partir à la découverte en fait du texte. Et on a également construit une version Matterport, donc parce que la question de médias adéquats devient d'autant plus centrale lorsqu'il s'agit de savoir comment appréhender justement ce thème-là. Et donc, bien sûr, on connaît la documentation audiovisuelle, les actions performatives, mais en fait aussi les animations 3D. Mais on voulait savoir aussi, par exemple, qu'est-ce qu'est un like biologique. Donc, le like, on appuie sur une touche, et puis, mais voilà, à quoi ressemblerait un like biologique? Et notre réponse était une station de lecture qui invitait en fait les visiteurs à commenter des passages du journal en parlant dans ce qui s'apparentait à un microphone, mais qui finalement était un micrographe, c'est-à-dire il ne resterait pas la parole du public, mais le souffle du lecteur et les microbes qu'il contenait. Donc en fait, on commentait par un like bactériologique en quelque sorte, et on pouvait la poser en fait sur le texte. Donc c'était effectivement un peu ironique, mais à la fois, au lieu de détails du texte, des nuances, de l'interprétation héméneutique, des sens, des effets linguistiques, ici ce sont les micro-organismes associés à des actes de parole qui entrent en scène et se développent sur le milieu de culture pendant toute la durée de l'exposition, suscitant aussi des réflexions sur la relation symbiotique entre langage et vie. Donc, dans notre publication, par exemple, Monika Backe travaille beaucoup sur le métabolisme du minéral. Donc, en fait, c'est la limite entre biotique et abiotique. Et Bruce Clark se concentre sur les origines des cellules nerveuses. Ça veut dire cette capacité qu'on a, nous, en tant qu'humains, de spéculer sur la capacité à spéculer. Et en fait dû à une évolution progressive d'un consortium très rare appelé Mixotricha paradoxa, ça veut dire dans lequel un protiste eucaryote est mélangé à des souches de bactéries en fait pour former le premier précurseur de cellules de neurones. Donc on a essayé d'adopter une perspective résolument évolutionniste. Ça comporte aussi les hormones et c'est avec ces sujets-là que je veux effectivement commencer la troisième partie de mon intervention. Les hormones sont ici au centre de la conversation entre moi-même et l'artiste Maja Smreka, slovène elle aussi, au sujet de la performance de 3 mois, 3 espèces Hybrid Family, au cours de laquelle l'interaction entre 2 hormones, la prolactine et l'oxytocine, produites dans le corps de l'artiste par pompage mammaire, en fait, est au centre. Donc, Maja Smreka allait un chiot adoptif sans lait maternel, sans être enceinte, mais par de pompage en fait, et de la stimulation de glandes mammaires, en fait, produisant du lait en fait, pour justement entrer en situation d'empathie transespèce. Et je vais effectivement tarder un peu sur ce projet-là, puisque ce projet-là a suscité pas mal de tollé, et aussi en fait une réaction d'extrême droite extrêmement violente en Autriche et en Slovénie. Et je vais revenir un peu sur cette affaire-là. Donc son projet Hybrid Family s'inscrit d'abord dans le cadre plus large de sa recherche sur la co-domestication entre humains et chiens, appelée Canine Topology. Donc dans le contexte, voilà, donc il y a tout un travail sur la généalogie, sur comment les séquences génétiques commencent à se rassembler une fois qu'on a domestiqué le loup, comment en fait la domestication ne marche pas que dans un sens unique, mais aussi marche finalement dans un deux sens. Donc voilà, il y a tout un travail d'archéologie qu'elle a fait.
Et effectivement, aussi, il y a beaucoup d'exemples d'œuvres d'art de performance, comme Peter Weibel et Valley Export, ici à Vienne. Peter Weibel, tenu à la laisse par sa copine d'époque, Valley Export, devant le magasin de chaussures Humanic, ironiquement. Et donc, effectivement, Maria Smrekar s'inscrit un peu dans cette pratique, justement, en fait, d'artistes qui travaillent sur le chien. Donc, dans Hybrid Family, Smrekar incarne la théorie du devenir animal en reconsidérant l'instrumentalisation sociale et idéologique aussi du corps féminin et de l'allaitement, et dépassant la distinction classique entre vie privée et existence publique. Elle a allaité donc, sans être enceinte, son chiot adoptif Ada, durant une période de 3 mois de retrait, stimulant ses glandes pituitaires par un pompage mammaire systématique afin de libérer l'hormone prolactine, tout en suivant un régime alimentaire riche pour favoriser la lactation. Donc c'est une performance semi-publique. On a invité chaque jour 4 personnes, et je vais montrer juste un petit extrait de film à ce propos, parce que voilà. The following year, Smrekar established another practice-based artistic research platform. Within a residency apartment at the Freies Museum Berlin, she undertook to compose a methodology by following a process of secluded preparation that lasted for 112 days. Her process included psychoendocrinological training, a diet of iron-rich food, and hydration by galactagogue liquids that promote lactation. Alongside, she prepared physiologically by using mechanical breast pumping, 8 times per day, every 3 hours for 20 minutes. The breast pumping act carried the impulses to neuroendocrine cells of her hypothalamus through the nerve receptors in her breasts. Consequently, hormone oxytocin, that as a side effect causes empathy, was released and transported by blood to mammary glands. This incited further releasing of the hormone prolactin, which stimulated milk production. Smrekar thereby executed the same strategy as some mothers-to-be who are about to adopt a still nursing baby. The whole setup for the coexistence of humans and animals, as well as the idea of a custody of a non-human, thus addressed the hybridity of the notion of the contemporary family, in an extended sense. Alors le projet qui a, pour la première fois, excité effectivement à la fois l'Église catholique et l'extrême droite, c'était la dimension moléculaire qui est encore plus poussée plus loin dans ce projet Artemis, récompensé avec la Golden Ica du plus grand festival d'art, nouvelle technologie, Ars Electronica, le prix Ars Electronica à Linz en 2017. Donc, justement, ici, une cellule reproductrice de l'artiste a été énucléée in vitro afin de décomposer l'ADN de la cellule avant d'être fusionnée avec la cellule somatique de son chien, Ada, via un processus d'électroporation. Et donc, avant que la division cellulaire n'atteigne le stade de blastocyte, la cellule a été cryoconservée à une température de moins 198 degrés, comme une capsule temporelle congelée, pouvant être réanimée un jour. En fait, la prospective d'une famille empathique transespèce serait plus réaliste. Donc un projet à la fois matériellement réalisé, futuriste et dystopique en quelque sorte. Et ça n'a pas tardé. Bon, effectivement, je vais pas. Elle a gagné aussi le Grand Prix de Fluxus avec cette pièce-là, donc à Wiesbaden en Allemagne. Et donc je reviens toujours là-dessus parce qu'elle est toujours intermédiaire, elle est toujours entre les médias. C'est pas multimédia, c'est pas. En fait, c'est ça qui me plaît dans son œuvre, c'est que voilà, c'est comme dans ce diagramme de MTA. C'est en fait, c'est pas faire image, mais c'est de travailler sur l'épistémologie, la matérialité entre les médias. Et c'est exactement ce que le manifeste de Dick Higgins, l'Intermediate Chart,
demandé. Et ce que effectivement le Minute Art Diagram nous montre, c'est qu'en fait, c'est de travailler à l'intérieur de ce système médiatique. Et en fait, ce qui, à mon sens, fait flipper, c'est aussi justement la déstabilisation de l'échelle. Et cette déstabilisation de l'échelle devient aujourd'hui le centre de préoccupation esthétique, comme dans ce livre Esthétique der Skalierung, où effectivement on analyse aussi la dimension politique justement de ce que ça veut dire de questionner en fait l'échelle mésoscopique humaine. Donc je vais revenir juste là-dessus parce que on connaît tous les précurseurs de ces réflexions-là, The Powers of Ten, le pouvoir des 10 de Charles and Ray Eames. Donc on part du pique-nique à Chicago, puis on zoom in, zoom out. Mais en fait, justement, c'est cette application des extrêmes que pratique Sméreka, c'est quelque chose qui fait effectivement flipper de conservateurs de tout poil. Comme je cite là en fait un livre de Hans Sedlmayr qui était un réactionnaire allemand après la guerre. Et effectivement, dans son livre Der Verlust der Mitte, traduit en anglais par Arts and Crisis, c'est toujours le conservateur s'attaque à ces changements d'échelle. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc, ces changements d'échelle qui éloignent donc cette perspective centrée sur l'humain ont été régulièrement critiques dans le cercle artistique conservateur qui lutte vigoureusement contre toute forme de molécularisation. Et dans ses livres, Sedlmayr affirme que précisément c'est la perte du centre, à savoir la figure humaine à l'image de Dieu, qui est responsable de la relation perturbée que l'humanité entraînerait avec la spiritualité, la nature, le temps elle-même. Donc confronté à l'art avant-gardiste moderne, Sedlmayr se plaint que l'art s'éloigne du centre et devient au sens propre excentrique. Nous pouvons observer partout une tendance aux extrêmes, une polarisation. Il y a une perturbation dans la relation de l'homme à la nature. L'homme ne se sent plus comme le couronnement de la création, le Seigneur et le centre de la nature. Au contraire, celle-ci se transforme, comme nous le voyons dans le cadre de l'ingénieur, en quelque chose de froid et brutal. Il y a une perturbation dans la relation de l'homme avec Dieu. Il y a une perturbation dans la relation de l'homme avec lui-même. Et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, là je ne vais pas revenir sur toutes les performances parce que voilà, je suis un peu court au niveau du temps. Là c'est un tissage que Maria fait avec ses propres cheveux, avec les cheveux, avec le poil de son chien, de ses chiens et de ses chats. Donc ça me rappelle un peu aussi l'acte performatif qui est la production de texte chez Roland Barthes. Mais aujourd'hui, le contexte dans lequel on rencontre ce genre de pratique, c'est justement en fait la remise en cause aussi du rôle de la femme comme machine reproductrice, alors que justement c'est de telles formes d'art qui semblent urgentes et qui dérangent justement quand Elon Musk, sans scrupule, célèbre le Sieg Heil de Trump avec un geste de victoire obscène et sans ambiguïté, tout en soutenant ouvertement le parti d'extrême droite allemand. En Autriche, les négociations entre le parti d'extrême droite FPÖ et son parti conservateur auraient pu, en début de l'année, mener au premier gouvernement mené par un chancelier d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale, et que pendant ces temps, le vice-président américain Vance a ressorti justement le cliché de la cat lady pour décrire les femmes sans enfants comme malheureuses dans leur vie et leur choix. Les femmes devraient avoir des enfants pour lutter contre la baisse d'un taux de fécondité, ce qui correspond exactement à l'ambition des projets de loi approuvés à l'unanimité par la Douma de l'État russe en novembre 2024, pendant l'année de la famille déclarée par Poutine, donc visant à interdire la propagande en faveur d'un mode de vie sans enfants. Alors que le régime exalte la maternité comme pierre angulaire du nationalisme, les citoyens russes ne peuvent rien dire ni écrire sur l'image positive de l'absence de l'enfance et du choix conscient de ne pas en avoir, sous peine d'une amende de 4 000 €. Et les ressortissants étrangers coupables sont expulsés.
Donc c'est dans ce contexte-là qu'effectivement on voit bien que justement ces genres d'art dérangent. Déjà en 2017, il y avait une campagne de dénigrement de Maya Smrekar avec des tracts partout sur le pare-brise dans toute la ville de Linz, en fait accusant l'artiste. Et donc, pour une exposition, justement, j'avais profité de ce flyer. On a imprimé ce flyer pour que tous les Autrichiens peuvent le prendre comme une affiche à la maison. Donc, le flyer, on l'a reproduit. Et puis, je fais lire ces flyers, en fait, à Maya Smrekar elle-même, avec son accent slovène, en fait, avec une douche sonore dans l'installation. Mais on n'anticipait pas encore tout ce qui allait venir ensuite. Et là, c'est en fait au mois de mars que tout a commencé. C'est-à-dire qu'il y avait une campagne de dénigrement en fait, en Slovénie où l'extrême droite a pris effectivement ces images de Hybrid Family pour faire une campagne de lynchage médiatique avec justement ayant pour objectif un référendum contre les artistes dégénérés. Et ça veut dire qu'il s'agissait de défendre un système de retraite pour artistes, justement, en fait, et le gouvernement progressiste l'avait mis en place, et l'extrême droite a fait un référendum qu'ils ont gagné pour abolir justement le statut de l'artiste bénéficiant en fait d'un système de retraite en fait qui compensait leur manque à gagner. Et donc ils ont fait campagne avec cette image-là. Ils ont organisé de manifs devant sa maison. Chaque fois que maintenant, enfin, parce qu'il est accusé de sodomie, de zoophilie, etc., de sodomie, de tout ça. Et donc l'ex-premier ministre l'accuse sur son site. Les affiches sont présentées à la télévision nationale. Et donc effectivement, il est question de entartete Kunst par rapport à ces pratiques-là. Et donc, avec des stands partout en Slovénie pour faire une campagne de référendum, toujours avec cette image de Hybrid Family. Donc, l'Église catholique a produit ces affiches pas tout à fait élégantes. Disons que le vieux couple est en train de se plaindre. « Ah, on n'a rien dans notre porte-monnaie, en fait, on n'a pas de retraite. Tu aurais mieux fait allaiter le chien alors que tu étais jeune. » Donc c'est assez hallucinant comme campagne. Et donc effectivement, Maya ne peut plus ressortir à la rue sans être reconnue et que tout le monde pense qu'elle baisse ses chiens. Et donc on a effectivement lancé cette campagne de soutien pour récolter le fonds aussi pour sa défense juridique et pour la défense de l'image. Donc, In Defense of Artistic Freedom, si vous voulez signer, la pétition est en ligne. Et puis, effectivement, des amis comme Orland, Donna Haraway, etc., Artists at Risk, ont effectivement tout de suite signé la pétition. Et si on veut, on peut effectivement donner même $5, etc., pour justement, on a à peu près la moitié de ces frais de justice pour l'instant, pour qu'elle puisse se défendre contre justement ces attaques. Donc, on a aussi consacré toute une partie de cette conférence-là à Ljubljana récemment sur ce thème, justement sur Taboo, Transgression, Transcendence. Et c'est effectivement ce que je vous ai montré tout à l'heure en tant qu'extrait. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site Archive. Donc, c'est un livre qu'on vient de faire et le film aussi est en ligne sur le cas de Maya Smrekar en tant que exemple, comment en fait les différentes techniques médiatiques peuvent nous aider à conserver, faire de reenactment de performances, donc pas que par les documents, mais peut-être à la base de banques cellulaires, comment utiliser le CRISPR-Cas pour transformer en fait des cellules de sang menstruel de l'artiste en cellules reproductrices par des techniques en fait de biotechnologie, de reprogrammation en fait des cellules souches, etc. Donc ça va assez loin. Donc on a eu ces projets-là, Archive comme Beehive, mais Archive comme la ruche. Et donc on a réfléchi avec un projet de 3 ans en Europe justement comment conserver en fait le trace de la performance en vue de son reenactment. Et voilà, l'extrait du film que je vous ai montré fait partie de ça. Archive creates an open source digital platform et vous pouvez aussi trouver facilement cette publication gratuitement en PDF en ligne si vous vous intéressez en fait la manière comment les médias divers et variés en fait peuvent aider à conserver des pratiques performatives y compris extrêmes. Donc là c'est effectivement
le lien sur lequel vous pouvez le trouver. Voilà. Merci pour la patience. Je dépassais un peu, même beaucoup. J'ai une réflexion. Tu montrais, je ne me rappelle pas le nom, mais c'était une œuvre qui s'était faite en inspirant dans cette sculpture où on a les... J'ai pris une photo. Désolée, j'ai sauté comme ça. Thomas Fertenstein, Prometheus Deliver. Et j'ai pensé comment, dans cette relation de la sculpture qui représente the pregnant moment, qu'on se dit en anglais, l'histoire de l'art, que c'est ces moments qui s'étaient représentés dans plusieurs sculptures et peintures aussi, dans l'histoire de la représentation occidentale, que c'était les moments les plus importants, c'est ça que les artistes devaient recréer dans une œuvre d'art, les moments les plus importants d'une action. Et ta présentation m'a fait penser comment cette nouvelle façon de représentation dépasse le pregnant moment pour un processus qui inclut la vie, l'évolution. Je ne sais pas si tu réflexions autour de la temporalité ou cette nouvelle façon de rejoindre le temps et la représentation spatiale. Le cas de Thomas Feuerstein, c'est effectivement un cas très très spécial de s'attaquer en fait aux piliers de l'art classique et de dire que tant que on est y compris dans une pratique d'architecture qu'on fait pour toujours, et en même temps on a les tiny houses, on remplace de plus en plus le plastique par des bioplastiques. En fait, il y a une révolution post-pétrolière qui est en train de se faire et qui effectivement se base beaucoup plus sur la circularité et sur l'éphémère. Donc je pense que c'est plus des questions épistémologiques que uniquement par rapport à l'histoire de l'art, en fait, qui motive sa pratique. C'est évidemment s'attaquer aux grands symboles, en fait, d'ancrer des symboles dans une éternité conservée par une matérialité, y compris basée sur justement des matériaux nobles comme le marbre, en faisant justement le contraire. Donc d'avoir une pamphlet en faveur de l'éphémère, de circularité, d'évitement en fait des déchets et voilà, aussi de destruction de symboles. Donc il y a tout ça là-dedans. S'il y a quelqu'un qui vient à Vienne en ce moment, il y a au Museumsquartier de Vienne sa très grande rétrospective de 1000 m² en 5 chapitres métaboliques qui s'appelle Metabolica, et sur lequel j'ai écrit aussi le texte catalogue. Et on a effectivement une énorme machinerie qui produit des bioplastiques. Le bioplastique est généré à la fois par les bactéries, mais c'est le bioplastique qui est décomposé ensuite par les bactéries aussi. Donc tout est en flux. Et je pense que ça va plus loin que justement de s'attaquer ou de se moquer à un art qui se veut éternel. Donc il y a vraiment beaucoup de réflexions contemporaines dans sa pratique. Donc, mais je suis d'accord que ça s'attaque aussi à ça. Oui. Merci beaucoup, Jens. Moi, en fait, j'en aurais plusieurs, mais je vais en poser une parce que nous sommes voilà, au carrefour un peu des arts, des médias, puis principalement aussi dans le cadre de l'invitation d'Erandi dans les Media Studies que tu évoquais à un moment donné. Et justement, je pense que nous, en tant que professeurs, enseignants, certains artistes, on réfléchit sur comment on peut transformer l'université aussi du futur par rapport à ces questionnements-là. Je pense qu'on y réfléchit en essayant d'avoir des subventions pour changer les infrastructures, pour justement amener à ce genre de rencontres, je dirais aussi. Ce n'est pas uniquement une question de performance ou performativité, comme tu l'as très bien explicité. Peut-être t'entendre sur ça aussi. Moi, on vient peut-être du même background, entre guillemets. Moi, j'étais à Weimar, dans la Medienkultur, Medienphilosophie.
Et aussi comment nous, on peut penser autrement la question médiatique à travers la question du geste. On a un cours actuellement aussi en sémiotique du geste. Et comment on peut poser aussi à l'université autrement ces choses, et est-ce que tu réfléchis et comment on pourrait y parvenir? C'est une grande question, mais plutôt par curiosité, parce que ça fait partir un peu de ce futur-là qui va être nécessaire par rapport surtout à l'extrême droite que tu viens d'évoquer à la fin. Donc, je ne sais pas si tu veux réagir. Ah non, je n'ai pas besoin de passer le micro en plus, donc c'est bon. Moi, je faisais partie de la deuxième génération de Medienwissenschaft en Allemagne. Donc, Kittler a ouvert son petit institut chez nous à Bochum. Quand j'étais étudiant, on avait Kittler, Gumbrecht et Flusser comme professeurs. Et donc, effectivement... Donc, on s'est croisés sans se croiser. C'est ça. Mais je pense qu'à cette génération-là, en fait, on a forcément vu comment, en fait, ce qui était avant l'étude... je dirais de monomédia ou de monomédialité. Quand j'ai commencé, moi, mes études, ça s'appelait encore Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Donc, en fait, avant que ça s'appelait Media Studies, on avait encore l'illusion que la médialité était en fait sectionnée. Et donc, c'est vrai que l'avènement du numérique a effacé en fait toutes les sections. Ça, c'est une part, mais en fait, ça ne s'arrête pas au numérique. Et donc, je pense qu'il y avait toujours cette grande ligne de pensée qui était aussi favorisée par Gruson et Bolter avec Remediation, en fait, qui est une posture post-McLuhan, etc. Donc, effectivement, de penser que tout converge vers le numérique. Et ma thèse était effectivement une remise en cause de ça, en disant, non, il y a des fonctionnalités médiatiques qui vont se rajouter, qui par exemple l'autoréparation, l'évolution, etc. Et donc ça ne se limite pas du tout au biologique. Et là, en fait, ce week-end, on a une conférence, je vais tout de suite à Ljubljana en Slovénie, et on a effectivement des artistes qui travaillent sur la biocomputation. Et donc, on sait que le biocomputing, c'était toujours aussi, comme Adelman a inventé la procédure de computation par ADN, c'était pour en fait obtenir une capacité de paralysation accrue, quelque chose qui effectivement peut résoudre le problème mathématique qu'aucune machine digitale peut résoudre. Et donc, c'est intéressant dans ce sens que la médialité de la pensée au-delà du numérique. Je sais que Montréal est la ville du numérique et qu'il y a des festivals numériques partout, mais je pense que c'est super important de ne pas être cantonné à une matérialité limitante. Et ce qu'on appelle aussi aujourd'hui artificial intelligence, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout transféré qui était anciennement une recherche à la fois sur artificial life and artificial intelligence. Donc en fait, il y a une scission qui fait qu'aujourd'hui, il y a une accélération parce qu'en fait, on s'est débarrassé de toute la corporalité. Et donc, toute la corporalité est abolie et on se concentre sur l'accélération de processus cognitifs et langagiers. Et donc, puisqu'il y a les Large Language Models et en fait l'accélération cognitive, qui est une pure conséquence de l'accélération des machines, on a exclu une grande partie de ce que faisait Artificial Intelligence avant. Donc, il y avait aussi une notion beaucoup plus neuronale avant. Donc, je veux juste questionner en général qu'on a toujours l'impression que le numérique est l'ultime étape. Et je veux bien questionner ça. Et là, on a invité des artistes russes en exil à Ljubljana dans le cadre de notre projet The Future of Biocomputing et qui ont présenté là, et je vais faire la table ronde justement après-demain, avec justement un prototype d'un ordinateur qui est basé sur de bactéries magnétotactiques. Donc, c'est des bactéries qui sont appelées magnétotactiques, tactiques parce qu'ils se dirigent vers, et donc ils ont un sens magnétique. Et on peut effectivement utiliser ce sens magnétique pour créer de logical gates, de portes logiques, et donc d'avoir de capacités de computation. Et voilà, cet ordinateur-là est peut-être encore rudimentaire, mais il n'y a pas que le quantum computing, et il y a aussi le biocomputing. Et voilà, je pense que ce n'est pas le but forcément des artistes, mais les artistes, effectivement, je pense, ils veulent à la fois toucher un public et que, en fait, la co-corporalité
en fait, quand je m'identifie à quelque chose qui me rassemble, donc ce que E.O. Wilson appelle la biophilie, il y a une espèce de lien direct. Et je trouve souvent que en fait, l'industrie du numérique se réfugie beaucoup dans l'immersion pour simuler, en fait, par une réduction de sens, justement par une surenchère de sens, et en fait, tout ce qui est métabolique passe à la trappe. C'est pour ça que le cinéma olfactif n'a jamais marché. Mais qu'en fait, il y a de plus en plus d'artistes que j'observe qui travaillent sur l'olfactif, sur le tactile, sur le food art, hein, olfactif, tactile et gustatif. Et c'est peut-être une réaction, parce que c'est des médialités en fait, qui contre-équilibrent cette focalisation sur l'audiovisuel. Et c'est peut-être ça le fond de l'histoire aussi, comment en fait réintégrer la multisensorialité. Déjà que nous, animaux humains, sont relativement dépourvus de sens, c'est-à-dire que notre capacité olfactive est quasiment nulle. Et comparé à d'autres animaux, on n'a pas de sens magnétique, mais plutôt s'intéresser peut-être aux modalités que le vivant a. Combien d'insectes ont 7 capteurs et pas 3, de couleurs différentes, etc. Donc, apprendre aussi par les études de médias et par une espèce de phénoménologie critique nos propres limites afin de tisser plus de liens holobiontiques généralisés avec le monde qui nous entoure, sans croire que en fait, le média numérique en fait, nous permet, par justement la réduction en intelligence ou en fait une surstimulation immersive audiovisuelle, de se repérer. Merci beaucoup Jens pour cette réponse très généreuse. Je ne m'y attendais pas, de cette longueur, je veux dire, de la réponse à ma question que je ne trouvais pas si intéressante au départ. Je vois qu'il y a une autre question, peut-être juste aussi qu'en réaction, il y avait sur le homecoming à un moment donné sur un de tes slides en lien avec les archives, et c'est aussi peut-être des réflexions à mener dans le, je fais la référence là aux personnes étudiantes aussi présentes, la question de l'histoire critique des médias et des archives qui sont extrêmement importantes pour justement produire aussi des mondes parallèles. C'est un peu de ça que tu parles aussi. Peut-être dire votre nom quand vous vous présentez, c'est toujours chouette. Je vous passe le micro, attendez. Ben, en fait, c'est une question en lien avec ce que tu viens de déployer comme idée de façon très succincte. Je me demandais s'il y avait, tu avais publié un texte sur cette réflexion, sur ces derniers éléments de réflexion dont tu viens de parler, en lien avec le numérique, le bio, le retour à... Ben, peut-être pas un retour, mais une réintégration de la corporalité puis des rapports sensoriels. Est-ce qu'il y a des textes récents là-dessus, sur cette réflexion-là, que je trouve particulièrement très intéressante et pertinente? Je ne saurais pas nommer un texte ou un livre... Enfin, je sais pas, je pense que c'est une tendance de s'intéresser... Non, je ne vois pas de livre là-dessus. Mais je constate dans ma pratique curatoriale le nombre d'artistes travaillant là maintenant sur l'olfactif ou sur le food art, par exemple. Voilà, c'est hallucinant. Et très souvent, la recherche artistique, je pense que ça c'est un indicateur épistémologique. Et qu'en fait, les modalités et les médialités utilisées en fait, sont des indicateurs de ce qui se passe. Donc il y a effectivement à la fois un perfectionnement par rapport à tous les outils numériques qui effectivement nous fascinent. Mais c'est pour ça que je parlais aussi du livre de Remediation. Et je pense qu'il est très actuel. C'est-à-dire, il y a une phrase clé... Remediation is what refashions in the name of the real. Donc, il y a toujours une citation de médias précédentes, une espèce d'augmentation en fait de capacité supposée d'un nouveau médium. Mais en fait, la raison avec laquelle ça se fait, c'est l'augmentation en fait d'une production d'authenticité au nom du réel. Et il y a une espèce de surenchère en dynamique, et je pense que cette réaction d'artistes qui deviennent de plus en plus analogues et qui disent avec votre casque là, non, je fais du food art.
Donc c'est aussi voilà, donc je ne sais pas si je suis cohérent là-dessus. Mais... Les pratiques parlent en soi. Donc, comme on a de différents secteurs de la société qui sont en fait dans ce cercle médiatique, c'est pour ça que je pense qu'aussi le Intermedia Manifesto de Dick Higgins et toutes ces réflexions de la période Fluxus sont plus actuelles que jamais, parce que justement, il faut résister le multimédia. Il faut voir le faille du système, il faut travailler justement sur les possibilités qu'on a en fait en faisant tout ce que le manuel d'utilisation ne dit pas. Et travailler sur les faiblesses ou sur justement les entre-deux et ce qui se passe entre les systèmes. Et je pense que c'est ça la tâche de l'artiste en tout cas. Aujourd'hui, c'est pas de faire du grandiose avec le moyen le plus extraordinaire, mais c'est trouver des failles et de rendre esthétiquement et poétiquement en fait palpable. Merci. On pourra enregistrer ça et le transformer en texte, c'est ça? Je ne sais pas, donc j'ai perdu le sens du temps, on arrête, c'est ça, mais je pense que c'est une très belle phrase de fin qu'on va s'en souvenir. Merci beaucoup Jens, on peut applaudir, je pense. Merci. Merci.